Bonjour, c'est Marc Adébaran de la Gazette de Rennes-la-Château. Nous sommes au Salon maçonnique de Toulouse et je suis en compagnie de Jacques Ravenne, qu'on avait déjà eu en interview. Bonjour Mike. Bonjour à toi. Alors on va parler un peu justement de tes livres actuels. Il y a en ce moment la clé et la croix. Donc c'est une suite en fait logique de tout ce que tu as fait avant avec les Templiers. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce livre-là? Donc en fait, on est un peu dans l'ère napoléonienne, on est dans cette idée-là, et ça rappelle un peu justement aussi les compagnons de Jéhu, les compagnons d'Éleusis, fantastiques justement épopées d'une certaine époque. Alors, La clé et la croix, c'est notre avant-dernier livre avec Eric. Oui. Et effectivement, la partie historique se passe à l'époque napoléonienne parce qu'on est tombé sur ce qu'on appelle, dans le jargon un petit peu d'un écrivain, la pépite. C'est le fait de s'être aperçu que Napoléon s'était emparé des archives du Vatican de façon plutôt violente, qu'il les avait vidées de manière musclée, et que les généraux qui avaient monté cette opération étaient des généraux francs-maçons. Et ce qui avait été très troublant, c'est qu'on a de cette opération spéciale, puisque l'homme qui l'a montée était quand même le général qui commandait la gendarmerie impériale, de cette opération spéciale, on a le témoignage d'un prêtre qui a tenté tant bien que mal que ça se passe pas trop négativement, et qui disait qu'il avait été frappé, c'est que les généraux en question se sont précipités sur les archives du procès du Temple, et étaient tellement pressés de les découvrir que les hommes de ces militaires ont brisé les contenants de ces manuscrits pour voir ce qu'il y avait déjà à l'intérieur. Et ça nous a fascinés parce qu'effectivement, l'époque napoléonienne est une grande époque de renouveau maçonnique, Oui, mais aussi Mizraïm. Oui, bien sûr, et de fascination. Manfis et Mizraïm, qui vont venir dans quelques temps, oui. Juste à la fin de l'Empire, ça démarre vraiment, mais en même temps, Cambacérès joue un rôle éminent pour la résurrection des loges et des rites divers et variés, mais c'est aussi une époque de refascination pour les Templiers, et Napoléon, un bonhomme qui aimait l'Orient et qui s'intéressait à ces questions, n'était pas indépendant de ses approches, et en particulier, je le montre dans une des scènes où il assiste à une pièce qui s'appelle Les Templiers de Renoir, qui a eu un succès absolument faramineux à l'époque. Et justement, cette époque-là, c'était le renouveau oriental. À cette époque, même aussi 19e, on avait la cabale romantique, toute cette idée-là. Donc il y avait un renouveau à la fois de la cabale romantique, à la fois justement de Mizraïm, et aussi tout le renouveau d'un autre côté, qui était à l'inverse, plutôt Blavatsky, et le Soleil Noir, on va dire, tout ce qui a eu lieu à la même époque, en fait. Tout ça les Guido von List, les Lance tout ça va arriver en opposition, en opposition dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais ce qui est très intéressant pour la question maçonnique, c'est le retour d'Égypte des francs-maçons, qui vont créer énormément de loges qui préfigurent Memphis Mizraïm, commandées à tout. La Vieille Bru, par exemple, qui a été une loge qui a beaucoup marqué. Et moi, je me souviens avoir acheté à l'époque le premier article qui était sur la Vieille Bru. J'adorais ça, hein. C'était un tout petit opuscule, très très limité, etc. Et on voyait tous les décors égyptiens à l'époque. Et j'ai toujours pensé que, en fait, ce qui avait un peu tué la franc-maçonnerie à l'époque, c'était le coût de ces temples-là, qui devaient être absolument monstrueux avec les divinités et autres. Mais c'est vraiment une époque avec les sophisciens, avec la Vieille Bru, de personnalités importantes de l'époque impériale qui se lancent dans un ésotérisme égyptien. Alors aussi, en exergue, il y a beaucoup de tes romans avec Eric, en fait, traitent des Templiers. Et en ce moment, on est en pleine résurgence templière. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette résurgence templière qui a lieu un peu, qui était dans un certain château? Pour moi, il y a une résurgence templière tous les 40 ans à peu près. Elle est lue en 52. Oui, voilà, on peut même la faire remonter aux années 1760 avec la stricte observance templière en Allemagne. C'est quelque chose qui ressurgit tous les 40 ans avec des colorations idéologiques différentes. Exactement. C'est ce que je remarque. Donc moi, je prends ça un petit peu à la légère parce que ça me semble pas forcément très important. Je me souviens à l'époque où Aleister Crowley avait créé le Théo Rotopis Orientis, voilà, qui a eu un succès absolument faramineux pour disparaître, etc. Je pense que la puissance,
fantasmatique des Templiers est telle que tous les 40 ans, avec tous les demi-siècles, C'est les on Grégoire voit, Templiers, ouais. voilà, on voit se recréer quelque chose, mais avec tu le sais aussi bien que moi, avec des succès plus ou moins heureux. Oui. D'ailleurs, Lance Fess en 1900 avait créé le Nouvel Ordre Templier aussi. Absolument. Oui. Et on sait les liens Et on sait qui les- l'unissent. J'en ai parlé Voilà. dans un de mes livres avec Eric. Oui. On sait les liens qui l'ont uni avec celui qui n'était pas encore celui qui allait devenir Hitler. Voilà, donc il y a beaucoup. Ça a toujours été fécond pour l'imaginaire occidental, mais de manière. Avant Bien que sûr. ne vienne. Absolument. C'est vraiment une époque. Bon, et après, toi, tu connais très bien les résurrections des années 60. Voilà, 50-60 Par qui sont les. mon grand-père Bien qui sûr, était voilà. lié à la résurrection Toute l'affaire d'Argny, templière. etc. Voilà, qui a eu un grand moment. Oui. Un vraiment grand moment. Et puis, hop, ça disparaît. Mais ça revient. Et ça revient. Ça revient un peu. Et ça revient. C'est un phénomène ondulant, en fait. Alors, il y a aussi 669 qui traite en fait toujours du Soleil Noir, puisqu'il y a eu au départ au Torah, le Triomphe des Ténèbres, tome 1, et là on aboutit donc aussi à 669. Tu peux nous parler un peu de ce livre-là aussi, c'est le cycle de l'Apocalypse. Alors, 669, on a essayé quand même de rentrer un petit peu dans la mécanique de l'administration nazie et en particulier de la police nazie. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait, c'est-à-dire d'essayer de monter vraiment un roman policier à travers le système d'opposition entre d'un côté une police politique dirigée par Himmler et puis la Kripo qui reste malgré tout une police étatique avec toutes les problématiques avec les hommes, parce que là on se situe au niveau de 44, et bien évidemment la tension est à son maximum. Ça va de soi. Alors tome 6, il y a le Graal du Diable, et là c'est la quête initiatique de Vlad. Absolument. Alors là, avec le Graal, le Diable, on était 44. Et c'est assez mystérieux aussi, tu peux nous parler un petit peu de... Alors moi j'ai toujours été fasciné par la personnalité d'un point de vue littéraire de Dracula. Mais en fait ce qui est assez fascinant, c'est le personnage qui lui a servi de modèle, qui a véritablement existé, qui est Vlad Dracul, et dans lequel le culte du sang, le culte du dragon ont été évidemment fondateurs à la fois de son pouvoir mais à la fois de son idéologie. Et donc j'ai essayé de reconstruire un récit qui pourrait expliquer en fait cette passion assez novatrice pour l'époque donc de ces cultes-là, culte du dragon et culte du sang, qui quand même dans une Europe malgré tout très catholique, très marquée aussi par les questions religieuses, c'est assez, je trouve novateur. Et ce personnage de Vlad Dracul est un personnage qui est quasiment oublié, sauf quand on va en Roumanie, où c'est un héros national. Il y a des places Vlad Dracul, il y a des châteaux Vlad Dracul, il y a des circuits touristiques Vlad Dracul. Les Roumains ont une vision totalement différente du Dracula historique et sont quand même, il faut bien l'avouer, très gênés par celui de Bram Stoker. Ouais. Alors là, il y a le Livre des Merveilles, toujours dans le cycle du Soleil Noir, Voilà, top 7. Là, c'est le dernier ça. en liste. C'est le 7e tome. Et là, on est en plein... c'est un vrai projet qu'il y a eu, hein, le projet Exxon, Sander Tag. Donc c'est le projet qui était vraiment utilisé par l'Ordre Noir pour rechercher les livres, voilà, pour le Wewelsburg. Absolument. Et donc tu es en train de mettre en avant justement ce livre des merveilles qui est recherché, et ce qui cherchait en fait tous les savoirs ancestraux des sorcières de manière à l'utiliser pour son règne de 1000 ans. Alors, mais très clairement, à partir de 1942, à partir de 1942-1943, on commence à voir un intérêt, mais surtout vers 1943, un intérêt marqué de Himmler pour l'île de sorcellerie. Donc effectivement, des Sonderkommando sont montés pour aller récupérer dans toute l'Europe. C'est Rudolf Levin qui a créé ça. Et pour essayer un petit peu dans toute l'Europe occupée, qui se rétrécit d'ailleurs entre parenthèses à cette époque-là déjà, tous les livres sur le sorcière, jusqu'à avoir une collection qu'on estime aujourd'hui à 13 000 volumes. 13 000. Voilà, qui est assez quand même exceptionnel, parce que ça comprend à la fois des manuscrits, des livres imprimés, des incunables. Et nous, on a essayé de réfléchir, de savoir quelle pouvait être la double face en fait, de la chose. Parce qu'il y a une face politique et il y a une face ésotérique. Et nous, on a créé donc une face ésotérique pour expliquer à travers un livre qui est le Livre des Merveilles, qui en fait est le premier livre supposé écrit par une sorcière, par une femme, alors que très curieusement d'ailleurs, quand on regarde un petit peu quels sont les scripteurs des livres dits de sorcellerie, c'est souvent des hommes.
Et après, il y a quand même un projet politique derrière que nous n'avons qu'esquissé, mais qui est très important. Dans l'esprit d'Himmler, il y avait la volonté de prouver que les sorcières allemandes, alors l'Allemagne au sens large, Suisse, Allemagne et pays d'obédience germanique, que les femmes allemandes avaient été victimes d'une sorte de pogrom de la part des catholiques, d'une tentative de génocide, avec l'idée quand même excessivement tordue de l'opposer au génocide des Juifs. En gros, exactement comme dans la... on l'a fait nous, mais monsieur, c'est pas notre faute. En fait, c'est les catholiques qui ont commencé à vendre. C'est la même logique en parallèle de la cour de Lucifer d'Ottoran, où il estimait que les déjà... Cathares avaient été exterminés. C'est déjà la pensée effectivement du deuxième bouquin d'Ottoran, beaucoup plus radical. Beaucoup plus radical que le premier, qui était plus idéaliste. Et alors, ce qui est assez fascinant, pourquoi plus radical? Parce que le premier avait été offert. C'était une commande. Une commande. Et surtout, le premier avait été offert à Hitler pour son anniversaire, par Himmler lui-même. Et donc la commande, il a forcé notamment la dose comme on peut l'imaginer. Il y avait plein de projets donc à l'époque, oui, de recherche un peu de plein de choses en fait. Mais là, pour le coup, on a retrouvé en 2016 13 000 livres justement dans une bibliothèque. Oui, c'est exact. À Prague, oui. Qui appartenait donc à la bibliothèque qui n'avait pas été ouverte, qui a été qu'on a retrouvée. À la loge maçonnique d'Oslo aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées des loges maçonniques, puisque, comme tu le sais, quasiment toutes les loges qui ont été empillées au coupé ont été pillées et centralisées en Allemagne. Alors, sauf la Golden Dawn, peut-être, qui a été épargnée. Alors, Golden Dawn, dans la mesure où elle aurait eu Steiner, effectivement... Göttingen, il a été détruit. Où elle aurait eu, effectivement... Parce qu'il y avait des liens avec l'auto. Quelques liens à Paris ou quelques liens à Berlin. Mais en revanche, ce qui est tout à fait certain, c'est que les Allemands n'ont quasiment pas eu le temps d'examiner ce qui avance. C'est-à-dire que la masse était telle, parce que moi je suis allé à Moscou et j'ai vu les caisses restantes, et les Allemands ne les avaient pas ouvertes. J'ai vu des caisses où il y avait encore les 2 fils à plomb et l'aigle nazi, et les 2 fils à plomb et la faucille et le marteau. Ouais. Les nazis n'ont pas eu le temps, en fait, ils ont été dépassés par la masse du courant. Pour la petite histoire, quand même, le premier qui a été nommé pour étudier tout ça s'appelait Adolf Eichmann. Qui s'appelait Adolf Eichmann. Oui. Qui est l'homme de la solution finale. Oui. Et là, est-ce que tu prépares un tome 8 Soleil Noir particulier Alors, on va faire un tome 8, un tome 9, et ensuite on arrêtera, qui vont être consacrés aux derniers mois de la guerre mondiale, avec une inflation ésotérique qui est peut-être plus difficile à gérer, parce qu'elle est presque délirante à ce moment-là, dans les derniers mois. Donc effectivement, c'est en cours. Et puisqu'on touche à la fin, quand même, c'est pour la Gazette de Rennes-le-Château, une petite particularité. Tu as parlé tout à l'heure du livre qu'on a consacré, donc La Clé et la Croix, à Napoléon. Il y a un personnage clé dans le monde maçonnique de cette époque, qui est Cambacérès, qui est le grand patron en fait, des ordres maçonniques. Et à sa mort est sorti un livre qui s'appelle Les Dîners de Cambacérès. Ce livre est censé être écrit par Cambacérès, on ne l'est pas. Il est censé être écrit par quelqu'un qui a été présent à ces dîners, on n'en est pas tout à fait sûr. Mais il retrace des pseudo-dîners de Cambacérès et d'autres hiérarques politiques de l'époque impériale. Il y a quand même une chose très curieuse. Dans ce livre, dans une conversation qui est censée s'être passée en 1811, Cambacérès, qui connaît très bien la région, dit « Le trésor des Visigoths est dans un puits à Carcassonne ». On n'est pas loin de Rennes-le-Château. Et on n'est vraiment pas loin de loin. Rennes-le-Château. Ce qui signifie qu'un détail comme ça, le narrateur, même si c'est un narrateur un petit peu fantastique, n'a pas pu, c'est impossible de l'inventer. On sait que c'est un Parisien qui l'a écrit. Donc il l'a entendu, il est possible que Cambacérès l'ait prononcé. Donc déjà en 1811, cette histoire du trésor visigothique hantait déjà les esprits. Je précise que c'est dans une conversation Cambacérès allait renfoucher, ce qui rend quand même les 3 protagonistes très intéressants. Voilà. Eh bien merci Jacques-Rennes pour cet entretien. Et c'était aussi pour ma chaîne, aussi les tablettes d'émeraude. Eh bien, lien dans Tot Hermès. Voilà, Tot Hermès, que l'on salue. Tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, c'est bien connu. Merci Valérie. À très bientôt. J'ai dit aussi.